Bienvenue Chris dans Merci cette beaucoup. nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé, avec ton autorisation bien entendu, de faire une synthèse sur un sujet, entre autres, on va y revenir, mais sur plusieurs thématiques dont tu parles souvent et une un peu entre les deux qui, qui n'est pas tout à fait comprise par notre communauté, on va dire, c'est-à-dire le lien entre la spiritualité, la philosophie qui est venue aujourd'hui dans ta vie vraiment s'imprégner, sur laquelle tu t'es basé, qui est une fondation très importante, et aussi le sujet de la mort qui récemment t'a touché profondément. Euh, est-ce que, est-ce qu'on peut revenir sur aussi la manière dont moi je t'ai connue au début, où tu étais penchée quand même sur la spiritualité, où la lithothérapie, elle avait quand même une place importante. Les tatouages énergétiques aussi étaient incroyables. Moi, tu m'avais délivré un message que j'ai toujours sur mon téléphone. Euh, et puis, au bout d'un moment, tu es passé à une autre thématique qui est la philosophie. Est-ce que tu peux nous parler de ce basculement d'un thème à l'autre? Qu'est-ce que le premier t'a apporté ou ne aujourd'hui, pourquoi tu l'aurais quitté ou est-ce qu'il est toujours présent dans ta vie? Hem, alors moi, le domaine de la spiritualité, je l'ai connu à travers, plein d'expériences assez différentes. C'est-à-dire que, moi, j'ai vécu un événement très tragique dans ma vie, qui a fait que j'ai vécu une grosse dépression, ça a été très difficile et la spiritualité m'a permis de, mettre du sens, de comprendre, de mettre un peu un certain code moral dans ma vie. Je partais complètement dans tous les sens, je souffrais énormément. Ça a duré presque un an, donc ça a été presque en état clinique, donc ça a été vraiment quelque chose de difficile. J'ai été accompagné par des proches qui, eux, avaient vécu des expériences spirituelles, tout type d'expériences spirituelles et qui, du coup, m'ont amené dans une certaine forme de spiritualité qui a été plus ou moins guidée par ces proches. Mmh. Et donc j'ai découvert par la suite, on va dire «la spiritualité dogmatique» entre guillemets, celle, avec plein de lois, plein de règles, plein d'explications, mais que des explications qui sont plus ou moins métaphysiques en quelque sorte, tu vois? Ces explications, qui sont, pas palpables, des explications qui sont vraiment, heu, de l'ordre de la croyance. Mmh. Et donc, moi, je suis parti en Amérique latine, j'ai voyagé dans une tribu, j'ai fait le tour du monde, pas mal enfin, j'ai découvert pas mal de cultures, donc je me suis imprégné de beaucoup de cultures. Et déjà, il y a une grande, distinction entre ce qui se passe, dans les tribus, dans les cultures et ce que nous, on voit dans un milieu plus, occidental, dans notre milieu à nous. C'est-à-dire que ce qu'on peut tomber sur les réseaux sociaux quand on va tomber sur un chaman sur les réseaux sociaux, c'est pas du tout le même chaman qu'il y a dans une tribu, ça n'a absolument rien à voir. C'est beaucoup d'appropriation culturelle et du coup, s'ensuit plein d'autres, on va dire «dérives» entre guillemets. Et en fait, moi la spiritualité, ça a été le moyen pour moi de mettre du sens à ma vie. Voilà, c'était le moyen pour moi de pouvoir essayer de comprendre, de pouvoir essayer d'analyser, même si au fur et à mesure du temps, je rentrais dans quelque chose d'assez dogmatique, du spiritualité pardon, plus new age on va dire. Ça m'a permis de enfin voilà, je veux pas cracher dessus parce que c'est quelque chose qui a été très intime, très intense. Puis après, c'est toujours pareil, comment est-ce qu'on identifie la spiritualité? Est-ce que être spirituel, c'est, avoir une plume dans les fesses et faire, «ouh» autour d'un arbre? Est-ce qu'être spirituel, c'est quelque chose de très personnel, très intime, juste une relation avec quelque chose d'invisible, Heu, voilà, est-ce qu'être spirituel, c'est, travailler son esprit? Est-ce qu'être spirituel, c'est, être religieux? Tu vois? Il y a tellement de définitions différentes de ce qu'est être spirituel, qu'au final, aujourd'hui, c'est un terme qui est utilisé à tort et à travers sans vraiment, savoir ce que c'est. C'est-à-dire qu'il y a plein d'amalgames parce qu'il y en a un qui va se dire spirituel alors qu'en réalité, il a une vision totalement différente d'un autre, donc les discussions sont super complexes. Et moi, la philosophie, je me suis toujours intéressé, ça a été toujours, depuis toujours, je suis un grand passionné, enfin, j'aime énormément le monde de la philosophie, la littérature, des livres, sauf qu'en réalité, je n'avais jamais intégré l'impact qu'il pouvait y avoir. C'est-à-dire que j'utilisais les livres, j'utilisais la philosophie pour rassurer mes croyances envers une forme de spiritualité, tu vois? Donc ça a été plutôt un grand biais de confirmation que d'aller chercher ces informations-là et au final, le renversement se fait au fur et à mesure du temps, c'est-à-dire, plus mon apprentissage de la philosophie évoluait,
plus les remises en question grandissaient, les doutes grandissaient et à ce moment-là, j'étais rentré dans un autre schéma qui était qui est beaucoup plus difficile, pour être honnête, à vivre aujourd'hui, mais dans lequel je me retrouve beaucoup mieux, en tout cas personnellement. J'ai beaucoup étudié énormément. Moi, j'ai une double polarité, c'est-à-dire j'ai une polarité très autodidacte où, j'ai appris tout seul parce que j'ai pas fait d'études. Mais par contre, je travaille avec des docteurs en philosophie, des professeurs aux universités, je travaille avec des laboratoires de recherche en neurosciences pour mes livres aujourd'hui. Donc, je suis quand même accompagné par une certaine structure qui est pour moi, indispensable. C'est-à-dire que je suis très à cheval sur la recherche d'informations, je suis très à cheval sur la profondeur des sujets, je suis très à cheval sur, tous les aspects, en fait, qui touchent à la connaissance d'un certain sujet. C'est-à-dire que, par exemple, quand je vais lire un livre, je vais lire le livre, je vais lire la biographie de l'auteur, je vais lire le contexte dans lequel il a écrit ce livre, je vais essayer de comprendre pourquoi. Enfin voilà, il y a toute une recherche à travers chaque chose que j'apprends. Il y a toute une recherche et je pense que vu que j'ai toujours fait comme ça depuis, de ben, dans mon parcours autodidacte, que du coup, j'ai ce besoin un peu de perfection de pas dire n'importe quoi, en fait. J'ai un besoin de justesse qui est assez intense. Et donc, j'ai eu des rencontres avec certains auteurs. Bah, forcément, quand on tombe avec Camus, quand on tombe avec Nietzsche, quand on tombe avec Schopenhauer, ce sont des auteurs qui, vont à l'encontre d'une quelconque métaphysique. Alors, moins Schopenhauer, mais si on arrive vraiment sur Nietzsche, sur, du Camus, ou du encore Dostoïevski quand même, il était religieux et c'est pas un philosophe, c'est plutôt, un écrivain littéraire. Mais c'est difficile de d'avoir une aussi grande certitude que je pouvais en avoir auparavant. Et donc, au fur et à mesure du temps, ben, j'ai perdu la foi en une quelconque métaphysique, en une quelconque existence, spirituelle, c'est-à-dire, en dehors de la vie telle qu'elle se présente, telle qu'elle est. Mais perdre la foi, m'a fait gagner de la liberté. Mmh C'est-à-dire mh. que j'ai gagné une liberté parce que je ne me suis plus jamais senti sous l'œil permanent de quelque chose qui me surveillait constamment, tu vois? Ne pas mal agir, ne pas mal penser, ne pas faire ceci, ne pas faire cela. Des codes qu'on s'impose et à soi-même et à travers différents types de dogmes. Ce qui fait que, bah, par la suite après, tu rentres dans une essai de compréhension encore. Donc aller analyser, avec des physiciens ce que c'est que la physique quantique, aller, observer pourquoi est-ce qu'on utilise, par exemple, d'où est-ce que provient, le terme des âmes sœurs? Pourquoi est-ce que c'est quelque chose de si fréquent, quasiment passé comme une vérité absolue? Alors qu'en réalité, ben, on se rend compte que ça provient de mythes ou, notamment du banquet de Platon. Enfin, voilà, il y a eu toute cette, recherche, en termes, de base, c'est-à-dire sur quoi est-ce que se base telle ou telle croyance, qui fait que, pour moi, si j'ai eu une compréhension de pourquoi est-ce que les gens se sont mis à croire et pourquoi est-ce que moi je me suis mis à croire et pourquoi est-ce que j'ai décidé de croire, à un certain moment donné de ma vie, en une croyance métaphysique qui fait que justement, c'est plutôt, on va dire, ça qui m'intéresse aujourd'hui. Je me considère en réalité aujourd'hui un peu comme agnostique. C'est-à-dire que je ne peux pas affirmer l'existence de Dieu, je ne peux pas affirmer l'inexistence de Dieu ou d'une quelconque partie invisible. Donc, je ne me positionne pas comme étant radical en disant: «Non, je n'y crois pas» ou «Oui, j'y crois». Je me positionne entre les 2 dans le sens où je ne sais pas, je laisse toujours une forme de doute. Par contre, moi, j'ai décidé de choisir une vie où je n'y crois pas. C'est-à-dire que entre les 2, j'ai décidé de choisir la partie où je me penche plus vers la non-croyance, le fait qu'il y a rien. Mais j'espère profondément me tromper. Donc tu vois, c'est très paradoxal. C'est-à-dire que ça m'arrive de parler avec des amis, même avec, Solène de, ben, nos croyances, tout ça et je me dis, heu, là récemment, j'ai perdu un très, très proche, un ami à moi et je me dis, franchement, j'espère que je le retrouverai ailleurs, mais moi, j'y crois pas, en fait. Moi, je peux pas y croire, j'y crois pas parce que c'est pas dans mes convictions, c'est pas dans ce que j'ai désiré de vivre, dans les croyances que je désire d'avoir. Par contre, j'espère profondément me tromper, tu vois? J'espère profondément me dire que peut-être que enfin, j'espère que la vie me donnera enfin, que la mort du coup, me donnera raison, enfin me donnera tort en tout cas sur cette croyance-là. Ça serait beaucoup plus beau de vivre dans une vie où on se dit qu'on se retrouve ailleurs, qu'on passe d'autres moments ensemble ailleurs, que de se dire qu'il y a rien, tu vois? Se dire qu'il y a plus rien, c'est beaucoup plus angoissant, on va dire, des angoisses existentielles de se dire qu'après ça, il y a plus rien, plutôt que de se dire: «Après ça, il y a encore plein de choses», tu vois? Donc moi, j'ai décidé de ne pas y croire, mais par contre, j'espère me tromper, donc c'est très paradoxal. Et pourtant avant le thème de l'énergie, de la vie, de la force vitale, ça tu l'avais acquis, il me semble? Au tout Oui, début, oui, c'était ouais, ouais, bien sûr, c'était totalement, une croyance que j'avais, le terme de c'était, l'énergie. Alors,
Après, l'énergie vitale, tu sais, dans le bouddhisme, l'hindouisme peut appeler ça le prana, Nietzsche peut l'appeler la volonté de puissance, Spinoza peut l'appeler le désir. Si tu veux, cette énergie vitale, elle peut s'exprimer de plein de manières différentes. Maintenant, je pense juste que le terme d'énergie, en tant que ce qu'il signifie scientifiquement parlant, est peut-être pas le bon terme associé à on va dire, cette chose qu'on ne peut pas vraiment définir exactement, on va dire à cette chose qui met un individu en mouvement. Donc c'est pour ça que moi personnellement, je ne suis pas forcément un penseur de l'énergie. Me dire que l'énergie existe ou quoi, c'est pas un truc. Je pense que c'est peut-être pas le bon terme, mais par contre, qu'il y a quelque chose qui met l'être humain en mouvement, que ce soit le désir, que ce soit la volonté de puissance, que ce soit euh, le prana, que ce soit le chi, ben oui, ça c'est carrément possible. D'accord? Ça c'est carrément possible. Donc ça c'est encore un autre sujet pour le coup qui a une forme d'aspect métaphysique mais qui est en réalité plus que naturel dans le sens où la plante pousse sans avoir la volonté de pousser. Donc il y a quelque chose qui fait que la plante pousse sans qu'elle ait la volonté de vouloir pousser. Un peu comme nous on vieillit sans avoir la volonté de vouloir vieillir. Ou on peut désirer quelque chose sans avoir la volonté de vouloir le désirer. Donc il y a quand même une sacrée distinction à faire. Et, et ça, c'est même pas en termes de croyance, c'est un fait. C'est un fait hein, qu'on vieillit, c'est un fait. C'est juste comment est-ce qu'on peut l'expliquer et quelle explication on peut en trouver. Ouais, c'est assez intéressant quand tu dissocies la volonté de désirer et le désir lui-même. Mais bon, ça, c'est. Ouais, ouais, complètement, mais c'est des grands sujets qui sont très philosophiques pour le coup, hein. J'ai l'impression que la philosophie, elle t'a donné la possibilité, tu disais tout à l'heure, la liberté de penser, de tout remettre en question et Mm. donc d'aller à sa propre recherche, la propre recherche des réponses que toi tu souhaites avoir, en tout cas qui sont en lien avec ce que tu es aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses? Enfin, comme tu disais que la spiritualité, c'est voilà, on a l'impression de temps en temps, c'est tout noir, c'est tout blanc. Enfin, ils nous dictent déjà les couleurs, les étiquettes par rapport à un mode de pensée, un mode de vie, d'où la religion aussi qui peut être un peu trop oppressante. C'est ça, une autre forme de spiritualité, ouais. Voilà. Et toi, la philosophie, elle t'amène à poser des questions en permanence et trouver ta propre réponse. Même, je dirais, d'aller jusqu'à ta propre philosophie. Qu'est-ce que tu en En, penses? en quelque sorte, en quelque sorte, en quelque sorte. En fait, pour vraiment être beaucoup plus concret, on va dire, la spiritualité, tout type de spiritualité, là je vraiment, on va dire que je généralise un petit peu, c'est que elle se concentre à la fois sur ce qui n'est pas et sur ce qui est. C'est-à-dire Mmh. la vie telle qu'elle est, dans ce à quoi on vit. Et puis ensuite, il y a ce qu'il y a en dehors de la vie, donc ce qui est l'invisible, l'aspect de l'invisible, donc la relation qu'on peut avoir aux choses, l'aspect très sentimental, une forme de grâce, par exemple chez les jansénistes. Enfin, voilà, il y a différents types de spiritualité, mais elle se concentre aussi sur se dire qu'il y a quelque chose de mieux après la vie, il y a quelque chose d'autre qui est plus désirable en dehors de la vie. Voilà, la grande idée, c'est ça. Moi, je ne m'intéresse pas vraiment à me dire qu'il y a quelque chose d'autre après la vie de mieux. Je pense que la vie ne doit pas avoir de raison d'être vécue. Et donc, du coup, la vie, elle est ce qu'elle est. Et elle n'est pas autre chose que ce qu'elle est. Et nous, on est amené à vivre cette vie-là. Donc, la question, c'est comment réussir à vivre cette vie-là de la meilleure manière possible en vivant le plus sereinement avec ses doses de haut et de bas, mais c'est se concentrer sur la vie plus que se concentrer sur ce qu'il y a en dehors de la vie. Ça ne veut pas dire que ça ne fait pas partie de la vie, mais ça veut dire que c'est une forme de croyance qui n'intègre pas la vie telle que nous la vivons. C'est-à-dire, ça peut nous aider à la vivre. Par exemple, je cherche un sens à la vie, un Mmh. sens à la vie. Donc, je vais chercher un sens à la vie. Et donc, dans cette quête de sens, je vais trouver peut-être des réponses dans différents types de spiritualité différents, tu vois, différents aspects de croyance. Et puis ensuite, il y a la vie. Ben, s'il n'y a rien d'autre, c'est pas le moment c'est un peu ce que dit Camus. C'est le vrai problème philosophique, c'est le suicide, parce que si la vie n'a pas de sens, pourquoi vivre dans un monde qui n'a pas de sens? Et en réalité, ce qu'il nous dit, c'est plutôt un message d'espoir désespéré, dans le sens où il nous dit, ben, en fait, non, on peut créer notre propre sens, on peut se mettre en mouvement, on a une certaine forme de liberté, et au contraire, on est complètement libre et on peut accepter cette absurdité de la vie et réussir à vivre justement en créant le sens qu'on désire de mettre à notre vie. Et donc, c'est pour ça que c'est plus tout à fait le même acheminement, en quelque sorte. Moi, je désire me concentrer sur l'humain, penser à hauteur d'homme, en quelque sorte. C'est parler des hommes, parler de la vie,
et pas de ce qu'il y a en dehors de la vie. Je suis pas capable de dire que ça y est ou que ça n'y est pas, mais que ça ne m'intéresse pas. C'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que ça ne m'intéresse pas dans le sens où je préfère me concentrer sur ce qui se passe dans la vie que de se concentrer sur ce qui se passe en dehors de la vie. Comprends. Et est-ce que le terme intuition aujourd'hui te parle? Moins ou pas du tout? Ah oui, L'intuition. bien sûr. Mais l'intuition, c'est même pas une croyance en quelque sorte, hein. L'intuition, c'est quelque chose d'assez inhérent en fait, hein. Oui. Maintenant, la difficulté qu'on a avec l'intuition, c'est plutôt sa définition, plutôt que de savoir si elle existe ou si elle n'existe pas. C'est-à-dire que on peut la définir, enfin, c'est la manière dans laquelle on va la définir qui va nous permettre de savoir si elle existe ou si elle n'existe pas. Par exemple, si on pense que l'intuition, c'est un sixième sens guidé par une entité supérieure, bon, c'est pas la même chose que si on pense que l'intuition, c'est justement une connaissance directe d'une situation. Tu sais, Spinoza, par exemple, il pense que la connaissance ultime, c'est la connaissance intuitive. C'est une connaissance de l'intuition, mais une Mmh. connaissance de l'intuition qui est rationnelle. C'est-à-dire que ce n'est pas une connaissance de l'intuition qui est spirituelle, c'est une connaissance directe d'une situation qu'on a vécue, qu'une situation qu'on est en train de vivre. C'est la connaissance directe de cette situation-là. Alors, soit on le voit d'un aspect très rationnel et très psychologique, aujourd'hui la psychologie et les neurosciences l'expliquent à la perfection, soit on le voit d'une manière plus mystique, en parlant d'un aspect de destin, en parlant d'un aspect de guider, d'être guidé pour quelque chose, de recevoir un message pour quelque chose. Et à ce moment-là, on va dire que c'est plutôt la définition qu'on va avoir de l'intuition qui va nous faire voir ce qu'on croit, ou du moins nous faire percevoir ce qu'on croit. Et donc, je dirais que euh, même pas, c'est même pas tant que ça n'existe ou que ça n'existe pas, c'est que qu'est-ce que c'est en fonction de la définition qu'on en a. Oui. Et la mort aujourd'hui, tu l'as expérimentée, enfin vous l'avez avec Solène expérimentée. Quelle est sa place? Comment est-ce qu'elle arrive, encore une fois, à trouver sa place dans la philosophie, à te dire: «Bon allez, je vais pas aller chercher, où est passé mon ami, dans quelle autre dimension il est plus là, sa mémoire, elle continue à vivre en moi, mais sinon lui, il est parti». Donc ça reste encore une fois très, je peux pas dire rationnel, mais un peu dans des cases. Ce que je veux dire, c'est la mort, de quelle manière elle arrive à habiter aujourd'hui dans cette philosophie que tu as? Très La, pragmatique. En fait, non, c'est pas tant pragmatique parce que je pars pas du principe que toute connaissance doit avoir un but pratique. Je pars vraiment du principe que toute connaissance est nécessaire dans une forme de liberté. Victor Hugo dit que la liberté, c'est la connaissance, ou du moins la fin de l'ignorance. Donc du coup, je suis plutôt dans cet esprit-là, cet univers de me dire que la connaissance, c'est une forme de liberté, ok? Et que les pires crimes sont commis par ignorance ou alors par illusion de vérité, illusion de connaissance. Ça, c'est encore un autre sujet. Par rapport à la mort, euh, alors, moi, mon rapport à la mort, il est assez particulier. Pour être honnête, je vis une expérience en ce moment qui est assez difficile pour pouvoir être j'ai pas encore étudié et analysé le truc à la perfection pour pouvoir te dire mon idée vraiment concrète. J'ai signé un livre justement pour. En fait, je dirige une collection de philosophie chez Très Daniel avec un ami à moi qui s'appelle Mathias Leboeuf, qui est docteur en philo, professeur aux universités aussi, et journaliste d'ailleurs. Et on fait. Ça s'appelle les petits traités à l'usage d'eux, et ce sont des sujets qui sont très paradoxaux, qui vont très à contre-courant. Par exemple, moi j'ai le petit traité de la mort à l'usage des bons vivants. C'est-à-dire, on va parler de la mort pour les gens qui ne font, qui vivent bien. La mort, par contre, en philosophie, c'est un sujet qui a été vu et revu de différentes manières, que ce soit chez les stoïciens, chez les Grecs, chez les épicuriens, que ce soit dans les philosophies socratiques, que ce soit aussi chez les contemporains. Depuis toujours, la mort on a essayé d'essayer de l'expliquer, de savoir est-ce qu'il y avait quelque chose après la mort, est-ce qu'il n'y a pas de quelque chose après. Et en réalité, la seule chose que je peux dire aujourd'hui, c'est que toutes ces questions ne sont pas des problèmes de la mort, mais des problèmes de la vie. C'est-à-dire que l'enterrement, savoir s'il existe une vie après la mort, les cérémonies qu'on va en faire, les croyances qu'on va en avoir, c'est plutôt le problème du vivant que le problème du mort, en quelque sorte. C'est le problème de la vie. Et donc, c'est comment est-ce que quel est le rapport que je vais entretenir face à la mort? Alors, soit je décide de me dire que la mort est une fin,
c'est terminé et que derrière, il n'y a rien et que derrière, en tout cas, la mort, il n'y a rien et donc à ce moment-là, je vais largement plus apprécier la vie parce que si après la mort, il n'y a rien, j'ai plutôt tout intérêt à profiter de la vie, tu vois? À profiter entièrement de la vie. Et puis après, il y a une autre notion, alors il y a ça, c'est un autre philosophe qui s'appelle Vladimir Jankélévitch qui en parle très bien. Il a écrit un livre sur la mort qui fait environ 700 pages, qui est magnifique, où il explique à l'intérieur que, en gros, ce qui ne meurt pas ne vit pas. Donc c'est parce que les choses meurent que nous vivons, justement. Maintenant, où est-ce que les choses vont après la mort? Ça ne peut être qu'une suite de croyances. Jamais personne n'est revenu pour nous dire: «Bon, vous m'avez enterré hier, vous avez bien vu, je suis là, donc je vais vous expliquer ce qu'il y a derrière». Il peut y avoir plein d'expériences de mort imminente qu'on a déjà vues, des personnes qui ont vécu des morts imminentes ou autres, mais aujourd'hui les scientifiques, et il y a un super livre qui s'appelle «Le code de la conscience» de Stanislas Dehaene, qui explique ça à la perfection. C'est que, notre conscience, on va avoir un rapport aux choses à travers notre conscience qui va différer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux te faire vivre une expérience de mort imminente dans une étude scientifique. Je peux te faire vivre une décorporation dans une étude scientifique. Je peux tout te faire vivre aujourd'hui. C'est-à-dire les scientifiques ont réussi à trouver le moyen de pouvoir te faire vivre tout type d'expérience de conscience. Donc que ce soit, heu, le tunnel, que ce soit la décorporation, que ce soit, voilà, tout type d'expérience. Donc moi je trouve ça intéressant, non pas que je me dis, c'est là, en fait, qu'il y a une grande question, c'est que moi, j'ai pas, je crois pas qu'il y ait quelque chose après. Je C'est pas quelque chose que je crois. Je pense qu'on peut refaire vivre une personne à travers les souvenirs qu'on en a, de diffuser son existence à travers nos enfants, de continuer à faire vivre à travers la parole et la mémoire, mais je pense pas qu'on se retrouve après. Par contre, j'espère me tromper. C'est là où j'en venais tout à l'heure. C'est Oui. que j'espère me tromper dans ce que je dis. C'est-à-dire que moi, je décide de penser comme ça pour me concentrer sur la vie. D'où mon aspect philosophique de penser à hauteur d'homme, de me concentrer sur l'humain, d'essayer d'analyser, en fait, pourquoi est-ce que les gens croient. Ça m'intéresse plus que de savoir qu'est-ce qu'il faut croire. Tu vois? C'est plutôt une éthique qu'une morale, en quelque sorte. C'est-à-dire que je préfère vraiment essayer de comprendre pourquoi est-ce que les gens sont amenés à croire telle ou telle chose, plutôt que, de choisir moi ce que je veux croire. C'est-à-dire de me dire: «Cette croyance est mieux que celle-ci». Je suis pas là pour dire qu'une chose est mieux ou pas qu'une autre, que j'ai raison ou que les autres ont tort, ou que le fait de croire en ce que je crois, c'est mieux que les autres. Pas du tout. Je dis juste que moi, ça me permet de pouvoir mieux apprécier la vie, mais en me procurant beaucoup plus d'angoisse existentielle. Bon, après j'ai mes problèmes perso, tu vois? J'ai mes névroses, mes machins, mais par contre, ça me permet de beaucoup mieux appréhender la vie, le fait de me dire que, ben, c'est pas parce que en fait, je n'arrive pas à trouver de sens à la vie. En réalité, c'est que j'ai beau chercher, je ne peux pas trouver de sens dans une forme d'absurdité complète de la vie, où des enfants naissent pour mourir. Quand on voit ce qui s'est passé en Israël, les enfants, on leur coupe la tête, des atrocités pas possibles. Quand on voit ce qui se passe en Palestine, c'est horrible. Quand on voit ce qui se passe dans le monde entier depuis toujours, c'est horrible. Est-ce qu'on peut trouver une raison à la mort d'enfants dans d'atroces souffrances, que ce soit la peste, par exemple? Si je prends la peste de Camus, heu, il y a une scène incroyable où il y a la mort d'un enfant à l'intérieur, où tout le monde la vit, le docteur Rieux, tout le monde, et c'est une scène qui est intense. Tu te dis: «Mais, comment c'est possible? Il peut pas y avoir de justice, il y a pas de mérite, il y a rien dans tout ça», tu vois? Alors on peut trouver des explications métaphysiques, avec l'âme ou autre, si tu veux, mais moi, me concentrant sur la vie, je ne peux pas accepter le fait qu'il y a un sens dans la vie avec, tout le mal qu'il y a, que l'humain vit et que des gens innocents vivent profondément, et donc c'est pour ça que je décide de me concentrer sur la vie, plus que de me concentrer sur ce qu'il y a après. Mais il y a pas un côté un peu aussi, pessimiste que tu développes vis-à-vis de soit la nature humaine comme tu en parles souvent, tu sais? Quand tu vois, Pessimi toutes les atrocités C'est pas mondiales. pessimiste parce qu'au contraire, je pense que, si j'étais pessimiste, je dirais, «Tout va mal, rien n'ira jamais bien». C'est ce que je dirais, si j'étais pessimiste. Moi, je suis plutôt au contraire, c'est: «Tout va mal, alors, ben, soyons joyeux». C'est ça, en fait. C'est, puisque rien ne va et puisque rien ne s'arrangera peut-être dans le temps, on ne sait pas, ben, tant qu'à faire, soyons joyeux. Donc en réalité, la question, et c'est justement tout l'objet de mon prochain livre qui sort en septembre sur, la grande thèse justement sur laquelle je travaille depuis, pas mal de temps maintenant, c'est comment trouver de la joie dans un monde qui se fout de nos désirs.
C'est ça en réalité. C'est, à travers la croyance que moi j'ai décidé d'avoir dans le fait que le monde est en quelque sorte absurde, que le monde n'a pas de sens. Ben, si le monde n'a pas de sens, c'est difficile d'être joyeux. Et pourtant, c'est justement parce que le monde n'a pas de sens que la joie est d'autant plus présente, à la plus grande raison d'être en quelque sorte. Et donc, c'est pas une philosophie du pessimisme, bien au contraire, c'est une philosophie, on va dire, qui décide de voir le monde tel qu'il est, en tant que chose qui est, fondamentalement être, tu vois, qui est présent, plutôt que d'être dans une forme, je vais pas utiliser le terme d'illusion, moi j'appelle ça de l'illusion nécessaire, parce que une croyance, c'est une forme d'illusion nécessaire, on n'est pas sûr, mais ça nous fait du bien, c'est nécessaire dans notre vie de croire. Et je pense que les gens doivent croire, et je trouve que c'est une bonne chose de croire bien, bien profondément. Mais par contre, c'est de réussir à trouver ce bonheur de vivre malgré le monde, en fait. Et donc, c'est ça qui est intéressant, et c'est plutôt là-dessus que je me concentre, plutôt que de dire tout va bien. Tu vois, plutôt que Oui. regarder le monde et de me dire non, tout va bien, ça va, ça existe parce que ça doit être comme ça, c'est parfait, tout est parfait. Moi, ça, c'est le discours que j'ai un peu du mal à entendre, quoi. On peut pas dire ça, tu vois, moi, notamment, avec la perte d'un de mes meilleurs amis, je peux pas dire tout est parfait, tu vois. Non, je peux pas dire tout est parfait, c'est pas possible, je peux pas dire ça. À des gens qui souffrent profondément, tu peux pas leur dire tout est parfait. Tu peux leur dire que tout est, que tout ne pourrait pas être autrement parce que cette chose-là est. Ça, par contre, tu peux leur dire. Mais par contre, que tout est parfait, c'est compliqué. Mais par contre, c'est justement, vu que tout n'est pas parfait, c'est pas la raison de se détruire. Au contraire, c'est quand même réussir à trouver de la joie. C'est là la complexité qui moi, m'interpelle beaucoup. Donc suite à ce départ, justement, toi, tu te laisses profondément vivre par ces émotions de deuil, de tristesse, de manque et en même temps, de cela, tu essayes de créer quelque chose de positif, d'harmonieux? Totalement. Tu sais, moi, je puise ma créativité dans l'écriture, Mmh. dans la mélancolie, dans la tristesse. Mais c'est pas une mélancolie, psychanalytique ou c'est la grande mélancolie dépressive. C'est plutôt une mélancolie à la Hugo de se dire que c'est le bonheur d'être triste, tu sais? La mélancolie, c'est ça, c'est le bonheur d'être triste. Donc, moi, je puise ma créativité là-dedans, dans cet aspect de ma vie. Donc, et je pense profondément que la création en tant que l'homme qui crée pour mettre des choses en mouvement, pour mettre, soi-même un sens à son existence, c'est une idée très existentialiste qu'il y a là, mais qui, je pense que c'est quelque chose de fondamental et je pense que c'est ici que l'homme trouve sa plus grande des joies. Tu sais, Heu, on dit qu'on est fou de joie quand on est très joyeux. Mais moi, je pense que la joie est complètement folle, dans le sens que quelqu'un qui est fou, qu'est-ce qu'on dit de cette personne? On dit: «Il est fou parce qu'il agit sans comprendre la raison pour laquelle il agit». C'est-à-dire, il est complètement fou. Pour il agit comme ça, on n'agit pas comme ça, il est complètement et en fait, c'est ça, c'est, une joie qui intervient sans cause, ben, de sa présence, juste, consciente d'elle-même et de se dire: «Ben, je suis là malgré tout ce qui se passe». Il y a une forme de folie dans la joie. Il faut être un peu fou pour être joyeux dans ce monde et donc c'est plutôt appréhender cet aspect-là de notre existence que, d'aller dans, fermer les yeux sur le monde. En fait, je préfère montrer aux gens ce qu'ils savent, mais qu'ils ne veulent pas voir, plutôt que ce qu'ils ne savent pas et ce qu'ils ne voient pas. Mmh. Et tu peux nous dire aussi, parce que ça, c'est un thème qu'on avait, abordé, qu'est-ce que tu penses du temps? Je m'attendais C'est pas à te un poser cette question-là, mais quand même, pour essayer peut-être, je veux pas te faire pencher d'un côté ou d'un autre, mais le temps, est-ce que pour toi il existe? Est-ce qu'il est juste imaginaire? Est-ce qu'il peut y avoir plusieurs superpositions de temporalité, hem, en un instant? Est-ce que je pense que c'était un thème aussi que tu aimais beaucoup, le temps. Ouais, mais que j'aime aussi énormément et je pense que j'écrirai un livre un jour sur le temps, c'est un truc, qui me plaît profondément. J'avais déjà même un projet d'écrire un livre sur le temps, donc non, 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 c'est complètement, un sujet qui me passionne profondément. En fait, j'ai vraiment une idée, Aujourd'hui, hein, où est-ce que tu en es par rapport à le ouais. temps, c'est vraiment un truc, qui, alors déjà, je sortirai d'explications physiques parce que tout ce qui touche à la physique, c'est très compliqué en termes de temps et on n'aura pas du tout le temps de le détailler. On n'aura pas du tout le temps, du coup, de le détailler aujourd'hui. Donc en dehors de tout ce qui va être, la physique, que ce soit une physique classique ou, que ce qui touche, au temps, on va dire, en termes, je vais pas dire en astronomie. Tu vois? C'est-à-dire, par rapport au trou noir avec les travaux de
Stephen Hawking et de son confrère. On n'ira pas là-dessus. Le temps, c'est un peu comme le réel. Quand tu me dis pas, quand tu me demandes pas ce que c'est, je peux te l'expliquer. Quand tu me le demandes, je peux pas te l'expliquer. C'est ce que dit Saint Augustin quand il parle du temps. C'est si vous me demandez pas ce que c'est, je peux vous l'expliquer, mais à partir du moment où vous me le demandez, je peux plus vous l'expliquer. C'est un peu comme le réel. Moi, c'est un peu, c'est la même chose que le monde réel. Qu'est-ce que c'est que le monde? Est-ce que le monde, c'est ce qu'on perçoit? Est-ce qu'on n'en perçoit que des représentations? À partir du moment où on essaie d'expliquer les réels, ben, on s'en éloigne déjà. Tu Mmh. vois? C'est un peu comme l'amour aussi. Bizarrement, à partir du moment où quand j'aime quelqu'un, quand j'aime profondément quelqu'un, si je me pose la question de pourquoi je l'aime, je suis déjà plus dans l'amour, tu vois? C'est ce genre de sentiments, ce genre de moments qui sont extrêmement compliqués à expliquer parce qu'à partir du moment où on s'y penche, on s'en éloigne déjà. C'est un peu comme un vautour qui tourne autour de sa proie, tu vois? On s'en rapproche sans jamais vraiment la toucher. Et le temps pour moi, ça serait, alors il y a plusieurs versions. Déjà, il y a le temps et l'espace, c'est à travers quoi on interagit avec les choses, avec le monde. C'est-à-dire, c'est les 3 dimensions en quelque sorte entre le temps et l'espace sur lesquelles, sont fondées, ben, voilà, la physique classique, et différents autres types de physique. Maintenant, il y a le temps en tant qu'expérience et là, pour le coup, j'aime beaucoup la vision de Bergson qui appelle ça, lui, la durée. La durée, c'est éprouver le temps personnellement. C'est-à-dire que comment ça se fait que lorsque je m'ennuie profondément, le temps passe très lentement et lorsque je passe un moment d'extase immense, le temps passe très rapidement? Comment ça se fait? Ben, parce que le temps, lui, passe de la même manière, mais on a un rapport subjectif au temps qui fait qu'on l'endure. C'est ce que personne appelle ça, voilà, la durée. Vous voulez, il en parle très bien dans son livre, dans ses ouvrages, vous voulez faire une expérience du temps, mettez un morceau de sucre dans un verre et attendez qu'il se dissolve lorsque vous mettez de l'eau ou du café ou peu importe dessus. Ben là, vous faites l'expérience du temps. Vous êtes bien obligé d'attendre que le morceau de sucre se dissolve complètement pour pouvoir après euh, le remuer dans notre tasse de café ou autre. Et donc, il y a une expérience subjective du temps. Et du coup, ce qui serait, une forme de durée. Alors, est-ce que le temps, c'est quelque chose qui existe indépendamment de notre existence? Ou est-ce que le temps, c'est quelque chose qui existe uniquement à travers l'existence? Par Mmh. exemple, la notion du temps, la notion de temps, est-ce qu'elle a été créée par l'humain pour, mettre une compréhension au monde? C'est-à-dire qu'il est midi pour fixer des formes, pas de règles ni de lois, mais on va dire d'enseignements classiques sur ce qu'est la vie. À midi, on mange, on a des faim, peu importe. Ou alors est-ce que le temps, c'est, autre chose? C'est encore d'autres choses peut-être, de plus métaphysique ou est-ce que c'est, la chose dans laquelle on est ou la chose qu'on crée? Et en fait, c'est ça toute la question et que j'ai pas de réponse évidemment à ce genre de questions-là, hein, ça c'est ça c'est sûr. Mais en tout cas, ce qui est, très intéressant, c'est que notre rapport au temps, il y a quand même le temps et le rapport au temps. Et c'est ça qui m'interpelle, c'est-à-dire que, est-ce que le temps, c'est lorsqu'on en prend conscience qu'on en perçoit son existence. Mais en dehors de ça, on ne prend pas l'existence du temps. C'est-à-dire que, on ne se pose pas la question du temps lorsqu'on n'est pas confronté à une conscience du temps. Il faut encore faut-il avoir conscience du temps pour s'en poser la question. Et lorsqu'on s'en pose la question, même lorsqu'on va chercher, essayer de comprendre ce qu'est le temps, ben, il y a ce paradoxe qui fait qu'il nous en éloigne. Parce que, le temps de me poser des questions ne prendra pas le même temps que, le temps de faire à manger. Pourtant, ça prendra peut-être le même temps, mais ce ne sera pas en durée de la même manière. Et et après, il y a cet aspect aussi de moment. Le temps n'est pas quelque chose de figé, de fixe, qu'on peut Mmh. saisir. C'est constamment insaisissable. C'est un peu comme le concept d'identité. C'est quelque chose qui est insaisissable, sauf si on pense qu'il y a un moi profond, une âme ou autre qu'on doit saisir, qu'on peut saisir. Mais si on ne pense pas qu'il y a d'âme ou autre, une identité est constamment en mouvement, elle est insaisissable. C'est un peu comme le moment présent. En fait, ce qui est drôle, c'est qu'on a une représentation du temps qui est constamment fausse. Quand on regarde une horloge, tu as l'aiguille qui s'arrête chaque seconde. On identifie les 11, 12, 13, 14, 15, le temps passe, les secondes passent et on identifie que c'est 11 secondes, 12 secondes, 13 secondes. Donc en fait, il y a une forme de quelque chose qui est figé dans le temps. Alors qu'en réalité, si on devait vraiment exprimer le temps, ça serait plutôt une aiguille qui est constamment en continu en train de tourner, tu sais, autour de l'horloge. Et il n'y Mmh. aurait pas de moment figé. Et ce qui fait que c'est plus du tout la même chose. Il existe des horloges comme ça d'ailleurs. Et ce qui fait que c'est plus du tout la même chose.
parce que le moment présent, il est insaisissable, le passé n'est plus, par contre, nous, on l'entretient à travers la mémoire et à travers ce qu'on a pu vivre, qui est constamment biaisé d'ailleurs, et puis le futur est aussi ce à quoi on a constamment à faire. Parce que chaque action, chaque début de phrase emmène vers une fin de phrase qui, elle, est dans le futur. Le début de ma phrase est dans un présent qui n'est pas encore le futur, mais je sais où est-ce que je veux aller dans ma phrase. Et donc, il y a toujours ce rapport entre le passé, le présent et le temps qui forme une entité à elle entière dans laquelle on est concerné. Et il n'y a pas que le présent, que le futur et que le passé. C'est plutôt comment on interagit avec ces trois choses-là constamment dans ce qu'on vit, quoi, en quelque sorte. Ouais, c'est très bien dit. Et quelle est la place de l'âme aujourd'hui pour toi? Elle n'est plus, elle a existé ou est-ce qu'elle est un partiellement, l'âme? Dans ta vie, Euh, dans ce que tu as vécu, dans ce que tu as appris? Moi, l'âme, c'est pas du tout un concept que. Alors, ben, c'est très simple. Si tu crois en l'âme, tu crois en une vie après la mort, où ton âme va ailleurs, où ton âme va. Soit elle se réincarne, et c'est plutôt bouddhiste, soit elle va dans un monde, le monde des cieux ou autre, peu importe, en fonction de différents types de croyances, que ce soit religieux ou pas. Donc, l'âme, ça peut être ça. C'est une entité, ce pourquoi, en fait, c'est l'essence qui est présent avant l'existence. D'accord? C'est d'abord il y a une essence qui s'incarne dans une existence, et peut-être que le but de mon existence, c'est d'exprimer mon essence. Donc exprimer ce qu'il y a au fin fond de moi en tant qu'âme, en tant que chose, et réussir à exprimer ma profonde identité. Donc ça veut dire qu'il aurait une identité qu'on appelle memté, c'est une identité figée en quelque sorte, un soi vraiment profond. Et puis, donc ça, c'est une vision, on va dire, un peu métaphysique. C'est une vision très platonicienne, en fait, en quelque sorte, hein. C'est la vision de Platon, c'est beaucoup de Grecs qui avaient cette vision-là. Donc, non, non, voilà. Avec évidemment, chaque fois, des convictions différentes face à l'idée de Dieu, à l'idée de croyance. Et puis ensuite, il y a une vision plus existentielle, où l'essence est ce qui suivrait à l'existence. C'est-à-dire que d'abord, il y a l'existence, et après, il y a l'essence. Donc, on n'est plus du tout créé pour quelque chose, mais on est là et on crée ce quelque chose. Donc là, du coup, c'est plus du tout la même notion d'identité. C'est est-ce que l'identité, c'est quelque chose de profond que je dois exprimer, ou est-ce que l'identité, c'est quelque chose qui est constamment en train de changer et qui est constamment en train de s'exprimer, mais qui n'est pas Mmh. quelque chose de fixe en soi, mais plutôt quelque chose qui est constamment en changement, plutôt comme le temps, on va dire en quelque sorte. C'est-à-dire que mon identité, elle est complètement insaisissable parce qu'elle est constamment en train de changer, constamment en évolution. Il n'y a pas de soi profond qu'on devrait exprimer. Il y a vraiment nos actions, la perception de nos actions, ce qu'on est, ce qui englobe notre identité, c'est-à-dire bah, tout ce qui est, en quelque sorte. Tu vois, tout ce qui est et ce qui émane de nous. Donc, c'est ça. Par exemple, Sartre prend l'exemple je me rappelle plus exactement, je crois que c'est un taille-crayon. Le taille-crayon, il a été conçu pour être un taille-crayon. D'accord? C'est-à-dire que le taille-crayon, il a d'abord une essence, et ensuite, ben, il doit faire son essence, quoi. C'est-à-dire que on l'a créé pour quelque chose. OK? Et donc là, il y a une idée d'un créateur avec un déterminisme. C'est-à-dire que toute idée de créateur engendre un déterminisme. Si on est créé pour quelque chose, ben on est déterminé pour quelque chose. C'est que tout est déterminé par quelque chose. Et puis ensuite, il y a ceux qui pensent l'existentialisme, c'est que rien n'est déterminé et que justement tout est à créer. C'est tout se crée, tout n'est que suite de création, mais par contre, on n'a pas été créé pour quelque chose. C'est on est arrivé par ici, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi. Il n'y a rien d'autre à exprimer que ce qu'on est nous-mêmes, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne peut pas saisir et qu'on doit réussir à mettre en mouvement à travers la création, créer le propre sens qu'on veut mettre à notre existence. Tu vois? C'est pour ça que Sartre dit que l'existence précède l'essence. C'est d'abord j'existe et ensuite je fais de cette existence quelque chose. J'en fais quelque chose. Mmh. Et donc, je crée ma propre essence. Il n'y a pas une essence qui est. Donc, c'est là qu'il y a deux courants qui se posent. C'est plutôt, est-ce que je m'identifie comme étant déterministe, c'est-à-dire que plutôt spinoziste pour le coup, c'est-à-dire que tout est déterminé par quelque chose. Même Dieu est déterminé dans sa propre création, hein. Donc là, c'est plutôt une vision panthéiste de Dieu à travers Spinoza. Et ensuite, il y a la vision existentialiste, où en fait, Dieu n'existe pas, il n'y a rien qui existe avant l'existence. On est là, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. Mais par contre, il faut en faire quelque chose. Donc, on va mettre du sens à notre existence. Et on va finir plus tard nulle part. Tu vois? Et toi, tu Et entends donc, quoi? ben, moi, disons, encore une fois, c'est ce que je te disais, c'est que moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre euh, la, la relation que les gens ont à ça, plus que ce que moi j'ai à cette chose-là.
Moi, ce qui me passionne profondément, c'est l'humain. C'est pas ce qu'il y a en dehors de l'humain. Et donc, encore une fois, c'est un aspect qui est. Moi, je pense que il n'y a pas d'âme. Je pense pas qu'il y a une âme qui est dans un corps qu'on doit exprimer. C'est pas quelque chose que je crois. Mais encore une fois, c'est ce que je répète, ce que je disais au début, c'est que peut-être que je me trompe et j'espère me tromper parce que ce serait bien plus beau qu'il y ait une âme et qu'on revive ailleurs tous ensemble plutôt que tout s'arrête et on va plus nulle part et tout est fini et c'est le néant complet, tu vois. Donc, moi, encore une fois, je décide de croire que mon existence n'est pas liée à une certaine forme d'âme, c'est-à-dire que je suis constamment en train de changer. On peut même dire que le moi n'existe pas. C'est-à-dire que même le moi n'existerait pas. Tu vois, ce serait qu'il y aurait un moi, un ego qui en fait est fictif parce qu'il est constamment en évolution. C'est un récit qu'on se fait constamment des choses conditionnées par les autres, par nous, par notre relation au monde, tout ça. Donc ça, c'est plutôt une idée de l'identité qui m'interpelle beaucoup parce que j'aime ce concept d'identité de me dire que tout est constamment en train d'évoluer. Ce qu'on voit dans la nature, ce qu'on voit dans le monde, et que tout n'a pas une âme qui, elle, n'est pas palpable, qui, elle, donc tu vois, c'est une vision qui est plus, on va dire, proche de ce qui est en tant que matérialisme plutôt que ce qui est en tant que spirituel, tu vois, qui s'incarne dans un corps, ok? Et qui ferait des incarnations avec une suite de vie, une vision très bouddhiste, hindouiste de l'âme. Là, en l'occurrence, après, encore une fois, c'est la même chose. Qu'est-ce que je définis comme étant âme? Est-ce que l'âme, c'est l'être puissance vitale? Peut-être que ça peut être ça, hein. Il y en a qui définissent l'âme comme la puissance vitale, comme on a vu tout à l'heure, avec le désir, la volonté de puissance, le chi ou autre. Il y en a d'autres qui vont définir l'âme comme une identité qui est dans un corps et qu'on doit réussir à exprimer. Mhm. Donc là, il y a deux. Ce qu'il y a, c'est que soit on va chercher notre identité, soit on va exprimer une identité. C'est pas la même chose. Et moi, je suis plutôt dans l'acte de création d'une identité plutôt que dans l'acte de recherche de quelque chose, de prédéfini. Je préfère être dans une création et dans la pensée que tout est une création de quelque chose, plutôt que dans la recherche de quelque chose qui est prédéfini et qu'il faut que je trouve. Parce qu'en fait, ça me met une condition à mon existence, là où je n'en ai pas, avec la croyance que moi, j'ai décidé d'avoir. D'où cette grande liberté. Mais qui est aussi une prison. Parce que la liberté, comme moi, je peux la concevoir, eh ben, ça veut dire être responsable de tous les choix et de toutes les conséquences de nos choix. Ce qui veut dire que la culpabilité est deux fois plus grande, ce qui veut dire que la responsabilité est deux fois plus grande, parce qu'il n'y a plus l'aspect de pouvoir se dire, ça a été mis sur mon chemin, c'est nanani. C'est pour ça que pour moi, le deuil est quelque chose de très difficile à vivre, par exemple, tu vois. Oui. Beaucoup plus difficile que si j'avais cette croyance métaphysique en l'âme, et du coup, ce serait beaucoup plus facile à accepter. Pour moi, Mhm. c'est extrêmement difficile à accepter, parce que ben justement, je décide de penser ce que je pense, tout en ayant l'envie de me tromper. En fait, c'est là où c'est assez paradoxal. Mais on va dire, la culpabilité est ressentie d'autant plus grande, chaque choix, chaque action, et m'amène à forcément des conséquences qui ne peuvent pas être réfutées. Tu vois? Je trouve que c'est ça aussi qui permet à l'homme de devenir adulte, c'est d'être conscient et donc aussi de supposer que chaque action aura des conséquences. Donc toi, tu les ressens Bien encore plus sûr, fortement, mais c'est ça qui fait ta beauté. C'est tu deviens un adulte. Et il y a une grande forme, encore une fois, de liberté, de libre arbitre, de ne pas te laisser conditionner par ce que devrait être ton âme ou ta mission de vie, mais tu choisis qui tu es, qui tu veux être, c'est bien ça? c'est ça. Exactement. En fait, je suis constamment dans une forme de choix, c'est-à-dire qu'il y a et d'une part l'acceptation de l'absurdité de la vie, de se dire que la vie, elle ne peut pas être autre chose que ce qu'elle est. Ça sert à rien de faire un déni du réel. Je préfère le voir tel qu'il est, malgré le fait qu'il soit dur, plutôt que d'en voir autre chose, et de se dire que moi, ce que je suis, c'est uniquement ben, ce que je crée. Mon identité est constamment en changement. Je ne suis pas le même qu'hier, et pas le même que demain, et pas le même qu'avant-hier. C'est constamment en train de changer, de par les actions, les pensées, les idées, ce que je vais faire, ce que je ne vais pas faire, les expériences que je vais vivre, ma relation à moi-même aussi, parce que en fonction de la relation que je vais avoir à moi-même, je vais avoir des perceptions différentes, une vision du monde différente. Donc, je ne suis pas fataliste du tout dans mon idée. Mais par contre, ce que je dis, c'est que il n'y a pas quelque chose de fixe. C'est-à-dire que Chris, c'est pour ça que moi, je m'identifie comme étant atopos. Quand je dis philosophe atopos, c'est indéfinissable. C'est quelque chose qu'on ne peut pas mettre dans une case. C'est ce que Socrate disait à son procès.
Et il disait que lui, c'était un atopos, ce qui est devenu après atypique. Mais en réalité, atopos, c'est qu'on ne peut pas mettre dans une case qui est insituable. En réalité, c'est ça. Et donc, moi, ce que je dis, c'est quand je fais des conférences, quand je fais des interviews, je leur dis, mais ils me disent alors, toi, tu es philosophe, tu es écrivain, tu écris des bouquins. Oui, oui, d'accord. Mais je leur dis toujours, moi, je suis plutôt philosophe atopos. Je ne suis pas philosophe dans le sens de Sartre ou dans le sens de Merleau-Ponty ou d'autres qui sont des grands, grands philosophes. J'ai pas cette prétention-là. Mais par contre, moi, je vous laisse me mettre à la place que vous avez envie de me mettre. Je vois plutôt la chose comme ça. C'est-à-dire, je laisse les gens me mettre à la place qu'ils ont envie de me mettre, parce que ça me contrefou, je m'en contrefous, en fait, en réalité, pour la simple et bonne raison que moi, je fais ce que j'aime profondément, et je le fais avec la plus grande des convictions, tu vois. Donc après, savoir si je suis philosophe, de savoir si je suis écrivain, savoir si je suis charlatan, ou ce que, j'en m'en contrefous, parce que mon identité n'est pas fixe, tu vois. Donc, ça me permet aussi de beaucoup plus accepter ma relation à l'autre, d'être dans une beaucoup plus grande empathie, dans une plus grande paix aussi. Donc, tu vois, il y a plein d'aspects qui sont très difficiles à vivre existentiellement parlant, qui peuvent provoquer des angoisses profondes, comme l'idée de la mort, comme voilà, l'idée de la maladie, l'idée de la souffrance, ça peut provoquer de grandes angoisses profondes. Mais par contre, à côté de ça, ça me peut provoquer une très grande liberté aussi. Oui, et justement, enfin, pour finir, la mort là que tu as vécue, récemment, quelles sont ces idées de peut-être de culpabilité que tu as? Ou quelle est cette forme de responsabilité que tu développes vis-à-vis, de ce qui s'est passé, de cet événement-là? Moi, je pense De quelle manière honnêtement que ça la... vient un peu te comment? Oui, tu disais, excuse-moi. De quelle manière ça vient peut-être un peu te perturber ou ouvrir aussi d'autres, champs de conscience, cette mort-là? Ben, moi, cette mort-là, en fait, c'est une mort qui n'a pas de sens, concrètement parlant. De toute façon, je pense pas que la mort ait un sens. Enfin, je pense pas qu'elle arrive avec un certain mérite. Il y a des gens qui ont fait des crimes atroces, qui vivent une vie parfaite. Il y a des gens qui ont toujours été droits, toujours été justes et qui meurent atrocement. Donc, c'est pour ça que la notion de mérite, la notion de jugement, je m'en éloigne complètement. Je ne suis pas là du tout pour savoir ce qui est bien, ce qui est mal, s'il y a un mérite, s'il n'y a pas de mérite. Ça m'intéresse de comprendre pourquoi est-ce que on est amené à penser ça. Mais par contre, de savoir s'il y est ou pas, c'est pas quelque chose que j'entretiens. La culpabilité, c'est vraiment pour moi la pire des gangrènes. C'est vraiment pour moi la pire des choses qui puissent exister. La culpabilité, c'est les gens se suicident par culpabilité. Moi, j'entretiens le désespoir. Moi, je dis, il vaut mieux être désespéré sur les choses. Je pense que l'espoir est une maladie, par exemple. Pas l'espoir en tant que, pas l'espoir. En fait, c'est ne plus espérer sans tomber dans le désespoir. Alors, c'est paradoxal parce qu'on dit, si on n'espère plus, on est dans le désespoir, et si on désespère, eh ben, ça veut dire que on désespère sur la vie et que rien ne va plus. En fait, le désespoir arrive parce qu'il y a eu de l'espoir. C'est parce que j'ai espéré sur une chose que je suis amené à vivre le désespoir. Mais si j'arrête d'espérer un peu moins sur les choses, donc du coup, le désespoir sera beaucoup moins grand. Ce qui fait que c'est beaucoup plus facile à accepter. Tu vois? Et donc, moi, j'ai une vision, on va dire, très en rapport avec cet aspect cette idée de désespoir, euh, tout en entretenant l'espérance. Tout en entretenant l'espérance. Et je fais bien la distinction entre espoir et espérance. C'est pareil que la différence entre attendre et s'attendre. C'est pas la même chose, tu vois. Et ben, l'espoir, c'est une attente de quelque chose qu'on a envie qu'il se produise et on attend que cette chose-là se produise. Spinoza nous dit, plus il y a d'espoir, plus il y a de crainte. C'est-à-dire, il n'existe pas d'espoir sans crainte, ni de crainte sans espoir. Ben, plus je vais espérer sur une chose, plus la crainte de son opposé sera grande. D'accord? Et vice-versa. Ce qui fait que il faut réussir à se couper un peu plus de l'espoir. Sauf que ben, des fois, le seul espoir que l'humain entretient considérablement, c'est que la mort n'est pas censée arriver tout de suite. On n'est jamais prêt pour la mort, que ce soit la nôtre ou que ce soit celle de nos proches. Alors, nous, quand on n'est plus là, on n'est plus là, tant pis, on ne va pas en souffrir parce qu'on n'est plus là, mais en fait, le moment où on souffre de la mort, c'est lorsqu'on perd les gens qu'on aime. Ça, c'est indéniable. Et donc, la culpabilité, elle arrive par la suite parce que c'est un espoir qui se transforme en remords, qui se transforme en regret. Et tu sais, le remords et l'espoir ont un lien qui est très intime. L'espoir, c'est que j'ai de l'espoir pour quelque chose qui va arriver, et le remords, c'est que je me récluse, je me renferme de l'espoir que j'ai eu que les choses soient différemment. C'est-à-dire que je vais transformer l'espoir en le revenant dans le passé. Je dis,
Ça, j'aurais dû réagir différemment. Ça, j'aurais dû faire autrement. Si j'avais su, j'aurais passé plus de temps. Si j'avais su, j'aurais été plus gentil. Si j'avais su, j'aurais fait ça. En fait, c'est un espoir inversé, en quelque sorte. Tu vois? C'est-à-dire que j'espère faire transformer le passé à travers le fait de l'entretenir dans le présent en créant des remords. Et ben, ça, c'est très difficile à vivre, mais je pense que on a tous à un moment donné des remords. Euh, quand on vit la mort d'un proche et qu'on se dit: «Oh, on aurait toujours pu faire mieux». C'est sûr et certain. Surtout qu'on sait que notre mémoire est malléable et que les souvenirs qu'on en a changent constamment avec le temps, que, c'est pas une base de données, notre mémoire n'est pas une base de données juste inébranlable qui nous envoie les bonnes infos. C'est-à-dire que, bah, notre mémoire, des fois, ça m'est déjà arrivé de, je sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui vont écouter ce podcast, c'est déjà arrivé de parler avec vos proches d'une situation dans laquelle vous avez jamais été présent. Pourtant, vous en parlez comme si vous y avez été présent. Un repas de famille ou autre, alors qu'en réalité, je n'ai jamais été présent. Donc ça, c'est la malléabilité de la mémoire qui fait que, ben, les regrets sont les remords, comme les regrets, mais les regrets, c'est encore autre chose, sont très difficiles à accepter et évidemment, on a à un moment donné des remords. Moi, j'en ai énormément par rapport à mon ami qui est décédé, j'ai beaucoup, beaucoup de remords, de me dire: «J'aurais peut-être pu agir comme ci, agir comme ça» et en réalité, Hem, moi, ce que j'essaie de me dire en tout cas, ce que j'essaie de me dire, c'est comment est-ce que je vais pouvoir utiliser ces remords, comme un acte de création pour le présent ou pour le futur? C'est-à-dire, ben, vu que j'ai peut-être pas été assez présent en tant qu'ami et que j'ai des remords de ça et ben, ça va me permet de pouvoir être plus présent pour mes amis dorénavant. Je vais, l'utiliser, en fait, cette expérience-là, je vais l'utiliser comme quelque chose. Je vais pas l'utiliser en fait, c'est soit je l'utilise comme un acte de création, cette expérience, soit je l'utilise comme un acte de destruction. Mmh. Et moi, je décide de l'utiliser comme un acte de création. C'est-à-dire que, ben, il est plus là, il est mort, ben, autant en faire quelque chose, quoi. Autant que ça soit un exemple, autant que, tu vois, je le reverrai peut-être plus jamais, je serai plus jamais en contact avec lui ou autre, mais par contre, je peux faire quelque chose de sa mort. Il n'est pas mort pour rien et moi, je peux créer ce propre sens dans sa mort, sans avoir besoin de chercher un sens à la mort. Tu vois? Encore une fois, c'est plutôt un acte de création de ce que je vais faire de sa mort. Tu vois? C'est maintenant que je suis confronté à ça, qu'est-ce que j'en fais? Et donc, je préfère le mettre, dans des résolutions, peut-être de choses qui me peinent beaucoup, j'aurais peut-être dû agir différemment et bien maintenant ça va me permettre de pouvoir agir différemment, justement. Et d'ailleurs, cet événement, est-ce que tu penses qu'il va modifier ton écriture justement sur la thématique de la mort ou, de toute manière, tu avais une idée déjà précise de ce que tu allais écrire sur ce thème-là ou Non, honnêtement, je suis quelqu'un qui est extrêmement angoissé par la mort, j'ai très peur de la mort et je pense que ça va me permettre de pouvoir mieux appréhender aussi l'idée de la mort. Donc, j'ai pas commencé l'écriture du livre. Je m'y penche sur le sujet de la mort depuis longtemps, c'est un sujet qui me passionne. J'ai beaucoup écrit sur notre rapport à la mort, j'ai beaucoup écrit sur, la mort des proches, tout ça. Mais là, ça va me permettre de pouvoir faire une belle analyse à travers c'est un petit essai, tu vois, d'une centaine de pages, donc, c'est pas non plus un pavé de 700 pages, mais, c'est un petit essai qui va me permettre de pouvoir mieux appréhender. En fait, je pense que lire un livre sur la mort, je pense qu'écrire un livre sur la mort, c'est avant tout une thérapie pour mieux appréhender l'idée de la mort et plus je vais l'analyser, plus ça me permet de pouvoir le comprendre. Tout en réalité, encore une fois, m'en éloignant parce que je ne parlerai que des problèmes de la vie. Mais justement, c'est, si philosopher, c'est apprendre à mourir pour mieux apprendre à vivre et justement, c'est peut-être plus une méditation de la vie que de la mort, mais c'est très paradoxal. Plus je pense à la mort, plus je peux profiter de la vie, tu vois? Donc c'est pour ça que c'était un traité de la mort à l'usage des bons vivants. C'est-à-dire que, je suis un bon vivant, mais pour être un bon vivant, il faut surtout être un bon mourant. Et c'est pour v être un bon mourant, c'est, qu'est-ce que je l'ai après, il y a un grand paradoxe aussi, c'est que dans la vie, il y a des moments où on meurt. Il y a des moments où des parcelles de notre identité meurent, il y a des moments où des parcelles de nos relations meurent. Il y a beaucoup de choses qui meurent dans la vie et donc c'est aussi, comment je peux entretenir, ben, comment est-ce que je peux faire mourir ces parties de moi pour être le meilleur vivant possible et comment est-ce que je peux appréhender cette dernière mort, cette dernière peine, fin de partie, comme dirait Beckett. Fin de partie pour justement, ben, mieux profiter de la vie. En réalité, c'est ça, si on pense à la mort, c'est pour mieux profiter de la vie. Ouais, merci beaucoup Chris. Tes livres, tu as une date à peu près de parution? Ça sera pour J'ai pas de 2026? j'ai Oui, ça sera pour 2024. Ben, mon essai sur la joie,
sur la joie et le monde. En réalité, il y a le gros essai sur lequel je travaille, il y a un rapport avec le silence. Il y a un rapport avec le silence, la joie, le silence de la joie. Euh, ça sortira en septembre de l'année prochaine. Et ensuite, en octobre-novembre, sortira l'essai sur la mort, le petit essai sur la mort dans la petite collection. Ce sera un petit livre d'une centaine de pages, tu sais, un petit livre de comptoir à 7-8 € pour une collection. Donc, ce sera vraiment quelque chose de beaucoup plus instinctif à lire, d'assez sympa. Ce sera pas un gros bouquin de 200-300 pages, ce sera pas tout à fait la même chose. Et j'espère que tu nous surprendras aussi sur la thématique du temps, Oui, bientôt. mais alors ça sera pas tout de suite parce que je pense me lancer. J'ai commencé l'écriture d'un roman pour 2025, donc ça sera plutôt. D'abord, il y aura du roman. Superbe. Bah, je te remercie beaucoup et je fais un petit coucou à Solène qui est en, en background. Ah oui, elle est en background, on la voit. En Elle train est de avec travailler. nous. Coucou, coucou Soso. Donc merci à vous et puis nous on se retrouve très très prochainement et en attendant, gratitude et bah, vivez le moment présent. Bah oui, carrément, avec plaisir. Bah, merci pour tout, Alex, comme d'hab. Et puis on se fait des gros bisous alors. Ouais, je vous embrasse. Bye Ciao. bye.